Dis à Delphine de rentrer. Il est 4h02, le 16 décembre 2020. Ce SMS, envoyé par Cédric Jubilard à une amie de sa femme, va devenir le point de départ d'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. Quelques heures plus tôt, Delphine Jubilard, infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, a disparu. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Dès le lendemain, d'immenses moyens sont déployés. Une cinquantaine de gendarmes, une quinzaine d'enquêteurs, un drone, un hélicoptère. Ils ratissent les bois, les champs, les ravins. Mais rien. Pas un vêtement, pas un sac, et surtout, pas de corps. Très vite, un nom revient. Celui du mari de Delphine, Cédric Jubilard. Il sera entendu à plusieurs reprises, et le 16 juin 2021, mis en examen pour meurtre aggravé. Il clame depuis son innocence. D'après lui, la soirée du 15 décembre s'est déroulée sans incident. Vers 22h30, il dit être allé se coucher après avoir fait un dernier câlin à son fils, Louis, le laissant avec Delphine devant la télé. Il affirme ensuite avoir été réveillé vers 4h du matin par les pleurs de leur fille. C'est à ce moment-là, assure-t-il, qu'il découvre l'absence de son épouse. Il enchaîne alors messages et appels à des proches, puis compose le 17 à 4h09 pour signaler sa disparition. Dans ses premières déclarations, Cédric Jubilard va évoquer une possible fugue. Mais pour comprendre vraiment ce qui mène à ce SMS, pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, il faut rembobiner. Nous sommes le 15 décembre 2020. La nuit tombe sur Cagnac-les-Mines, un petit village du Tarn. Delphine Jubilard, 33 ans, infirmière et mère de 2 jeunes enfants, est chez elle. Son mari, Cédric, est également à la maison. Les rues sont désertes, la France vit au rythme des couvre-feux imposés par la crise du Covid. Le couple traverse alors une période difficile. Delphine a entamé une procédure de divorce quelques mois plus tôt et elle coupe progressivement les ponts avec son mari. Malgré les tensions, ils vivent encore sous le même toit, avec leurs 2 enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois. 22h. Delphine regarde La France a un incroyable talent avec son fils. Elle est en congé ce soir-là, et selon Louis, Cédric part se coucher en premier, après lui avoir fait un câlin. 22h04. Delphine sort son téléphone pour échanger avec son amant. Elle l'a déjà fait à 19h15, 19h32 et 21h22. En fait, Delphine est amoureuse. Elle compte refaire sa vie avec cet homme qu'elle rencontre tous les 15 jours depuis l'été, avec qui elle échange quotidiennement et que son fils a déjà rencontré. Delphine Jubilard, elle préparait un départ imminent. Le 12 décembre, soit 3 jours avant sa disparition, elle va essayer un véhicule avec son amant parce qu'elle va laisser sa 307 à Cédric Jubilard. Le 15 décembre, le jour où elle disparaît, dans la matinée, elle va à la banque. Elle va demander à ce que son code de carte bleue soit changé pour que Cédric n'ait plus accès au compte. On sait qu'elle avait déjà regardé les annonces d'appartements pour partir vivre sur Albi. On sait également que son amant avait de son côté prévenu sa femme qu'il comptait partir. Lui-même dira aux enquêteurs qu'il comptait emménager avec Delphine aux alentours du mois de février 2021, soit 2 mois seulement après la disparition. Un peu avant 23h, Louis va se coucher. 22h55, Delphine envoie son dernier message à son amant. Selon Louis, une dispute va éclater peu après. Il explique aux enquêteurs avoir entendu sa mère dire à Cédric « Arrête-toi » et le mari rétorquer « Alors on va se séparer ?» Aurait-il surpris la conversation entre les 2 amants ? Cédric Jubilard a toujours dit qu'il avait des doutes sur le fait que sa femme ait un amant, mais il a toujours certifié qu'il n'avait jamais su qui était cet homme. Donc la grande question de l'enquête est de savoir, est-ce que finalement il n'avait pas fini par découvrir qui était cet homme ? Or, le 16 décembre 2020, soit quelques heures après la disparition de sa femme, il aurait déclaré à une amie de Delphine « J'ai grillé Delphine en train d'envoyer une photo à un mec ». Cédric, lui, niera toute dispute avec Delphine ce soir-là. Il affirme que Louis devait confondre avec une ancienne altercation survenue pendant l'automne. Mais un détail ne colle pas. Louis se souvient très bien du sapin de Noël près duquel ses parents se disputaient. Et ce sapin, il n'a été installé que début décembre. Louis a été entendu 3 fois au cours d'instruction. Et c'est lors de la 3e audition qu'il décrit un peu plus précisément la dispute entre ses parents. Ses parents qui s'engueulent, qui se poussent par les bras. Et il indique également que ses parents se tenaient entre le canapé et le sapin de Noël. Et Cédric Jubilard lui dit non, mon fils doit se tromper, il doit confondre avec une autre dispute. Donc la question, est-ce que Louis a vraiment pu confondre cette dispute avec une autre ?
alors que pourtant, il donne des éléments précis sur le sapin de Noël et sur l'émission de télévision qu'il avait regardée ce soir-là avec sa mère. Louis dira ensuite avoir fait exprès de faire du bruit pour qu'ils arrêtent et qu'ensuite, il n'aurait plus rien entendu. 23h07. Dans une maison à côté, une femme sort fumer une cigarette. Elle est rejointe par sa fille quand, soudain, des cris perçants retentissent dans la nuit. Ce sont des hurlements aigus de femmes, des cris de peur et d'effroi, décriront-elles. Ces cris, ils auraient duré de longues minutes, entre 5 et 10. En même temps, des aboiements furieux se font entendre, ceux de 2 chiens, affirmeront la mère à sa fille. Pour ces dernières, sur le moment, ça évoque surtout une bagarre de chiens dans l'obscurité. Inquiètes, mais imaginant une rixe canine, elles finissent par rentrer sans appeler les gendarmes. Elles indiquent alors que les cris avaient déjà commencé à faiblir. Est-ce que ces cris pourraient être ceux de Delphine Jubilard? Concernant les bruits de chiens, ils peuvent en tout cas faire penser aux 2 chiens qu'ont la famille. Plus tard, les juges d'instruction mèneront une expérience pour vérifier la portée des cris. 2 gendarmes se placeront à l'endroit où se tenaient la mère et la fille, et une magistrate se placera dans le jardin des Jubilard pour crier. Résultat, on entendra distinctement les cris depuis cet endroit, à condition d'être dehors. En revanche, les habitants restés à l'intérieur des maisons voisines, eux, n'entendront rien. Un des éléments intéressants sur lesquels se basent les enquêteurs, c'est les lunettes de Delphine Jubilard. Louis, le fils aîné avec qui elle regarde la télévision le 15 au soir, dit qu'elle les porte quand ils regardent ensemble le programme d'M6. Le lendemain, elles sont retrouvées, ou en tout cas une partie est retrouvée sur le bar de la cuisine. Pour retrouver la seconde partie, l'autre branche, il faudra attendre le 6 janvier 2021, et donc la perquisition, et elles seront retrouvées entre un canapé et un mur. Alors, on sait que les lunettes étaient de base dans un état pas très neuf, mais elles pouvaient quand même les porter. Or là, ce que disent les expertises qui ont été diligentées sur cette branche de lunettes, c'est qu'elles sont extrêmement abîmées, au point qu'elles ne peuvent plus être portées. Une seconde expertise, elle, va dire que les dommages observés sur cette paire sont la conséquence d'efforts dynamiques appliqués de l'extérieur vers l'intérieur, et donc une chute est exclue. C'est pas une chute qui a pu provoquer ces dégâts-là. Vient une troisième expertise qui, celle-ci, conclut. Pour qu'être abîmé de cette telle façon, il aurait fallu employer une masse de 5 kg projetée à une vitesse de 21 km/h sur la paire. Là encore, ça écarte de fait l'hypothèse de quelqu'un qui aurait marché sur la paire ou de la paire qui serait tombée d'elle-même. Ça renforce l'hypothèse d'une dispute. Cédric Jubilard, lui, il conteste. Il dit ne pas avoir abîmé les lunettes, il dit évidemment ne pas avoir frappé sa femme, et lui, il suggère l'hypothèse d'une paire qui aurait été écrasée par le pied de quelqu'un, peut-être celui des enfants. Les analyses tendent à montrer que c'est pas possible. 23h20. La rue retrouve son calme. Et seules les factures détaillées des lignes téléphoniques parlent. À minuit 11, le téléphone de Delphine est activé et l'application WhatsApp ouverte. À 1h33, c'est l'appareil photo qui s'allume. Et puis, le noir absolu. Après 1h33, aucune donnée n'est émise. Les investigations établiront pourtant que le téléphone n'a jamais été hors couverture réseau, éteint ou en mode avion. Et surtout, qu'il est resté quasiment immobile. Le téléphone de Cédric Jubilard, lui, il est éteint depuis 22h08 et c'est inhabituel. Quand on regarde sur l'année 2020, son téléphone a été vraiment éteint seulement qu'à 2 reprises. Il y a plusieurs versions qui vont être données par Cédric Jubilard. Dans un premier temps, il dit aux enquêteurs qu'à ce moment-là, il était dehors, il était sorti avec ses chiens, il était en train de jouer à un jeu Game of Thrones sur son téléphone auquel il jouait beaucoup, et que le téléphone s'est coupé faute de batterie. Il dit qu'il est rentré chez lui, qu'il l'a branché, mais qu'il ne l'a pas rallumé, il l'a mis en mode avion. Bon, l'analyse de la téléphonie montrera que c'est pas vrai. En l'occurrence, quand le téléphone s'éteint, il restait à peu près 40% de batterie. Gardons en tête tout de même que certains téléphones un peu vieillissants peuvent avoir des batteries aléatoires qui s'éteignent d'elles-mêmes. Mais ce que montre aussi l'analyse, c'est que le téléphone n'a jamais été mis en mode avion en fait. Là, Cédric Jubilard change un peu de braquet, il change un peu de version, il dit non, effectivement, je suis rentré, je le branche, mais je le rallume pas. De toute façon, j'avais rien à faire dessus ce soir-là. Dans l'analyse du téléphone de Cédric Jubilard, il y a un élément qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le 12, le 13, le 14, au soir, tous ces soirs-là, il regarde, il se rend sur des sites pornographiques avec son téléphone. Le 15, il ne le fait pas. Puis le 16 et le 17, il retourne sur ce genre de site. Qu'est-ce qui s'est passé le 15? Pourquoi n'est-il pas... Voilà, qu'est-ce qui a changé dans ses habitudes? Est-ce que c'était une soirée un peu particulière? En tout cas, ça intrigue. C'est la mise en tension du téléphone de Cédric, à 3h53, qui va rééclairer l'affaire. À ce moment-là, il se connecte à l'application de rencontre Badoo pendant 1 minute et 30 secondes, avant de tenter, entre 3h54 et 4h02, de contacter son épouse à 5 reprises. 6 minutes après son réveil, il écrit « Je te promets, je vais appeler les flics ». Il tente ensuite de contacter plusieurs des amis de son épouse.
À partir du moment où Cédric Jubilard dit que sa femme a disparu, son comportement pose question. Certes, il a tenté de joindre sa femme à nombreuses reprises, à 185 reprises au cours des premières heures de sa disparition, mais dans le même temps, il a consulté tout un tas de sites. Les gendarmes qui étaient présents sur place se sont même étonnés qu'il joue à un jeu vidéo dans de telles circonstances. Ce à quoi il leur avait répondu « Et alors, on ne peut pas prendre un peu de mon temps ?» 4h09. Cédric appelle la gendarmerie. Ces derniers arrivent sur les lieux près d'une heure plus tard. Cédric est alors en train de mettre du linge dans la machine à laver. Il explique aux gendarmes que les pleurs de sa fille l'ont réveillé vers 4h du matin, qu'il est allé voir ce qu'il se passait, et qu'il n'a pas vu sa femme, qui dormait depuis quelques semaines sur le canapé du salon. Il aurait alors fait le tour de la maison, à l'intérieur et dans le sous-sol, puis serait sorti à l'extérieur, et aurait trouvé les chiens hors du domicile. Un élément vient toutefois interroger cette déclaration. Le podomètre, intégré au téléphone de Cédric, qui comptabilise 46 pas entre 3h et 4h du matin, puis 255 pas entre 4h et 5h. C'est assez peu pour un individu qui est censé rechercher sa femme. Pour autant, faut-il accorder trop d'importance à cet élément? Avait-il toujours son téléphone avec lui? On sait quand même qu'il a tenté d'appeler sa femme à de nombreuses reprises, donc il l'avait souvent en main. Lui explique toutefois qu'il ne pouvait pas faire que rechercher sa femme, il fallait vraiment qu'il s'occupe des enfants. Les gendarmes vont fouiller le domicile et les alentours avant de s'intéresser à la voiture de Delphine. Ils remarquent alors de la condensation sur les vitres du véhicule. Il y a un autre élément avec la voiture qui est intéressant pour l'instruction. La voiture, quand les gendarmes arrivent, elle est garée dans la descente. Or, un voisin dira que la veille, la voiture était garée dans le sens inverse, dans le sens de la montée. Et une amie très proche de Delphine dira aux enquêteurs que de toute façon, Delphine se garait toujours dans le sens de la montée. Les enquêteurs ont déduit donc que la voiture a été déplacée pendant la nuit. Potentiellement, selon leur théorie, et en tirant le fil, potentiellement pour déplacer un corps. À 6h52, une activité réapparaît sur le téléphone de Delphine. Le système enregistre un déverrouillage manuel, une action volontaire. Le portable est toujours localisé dans le secteur de la maison, mais Delphine, elle, reste introuvable. Le smartphone de Delphine Jubilard est activé une dernière fois à 6h52, c'est-à-dire à un moment où des gendarmes sont présents dans la maison des Jubilard. Pour Cédric Jubilard, c'est la preuve qu'il n'utilisait pas ou il n'a pas activé le téléphone de sa femme. Mais les gendarmes ont précisé qu'à ce moment-là, ils étaient quand même pas mal occupés à faire tout un tas de constatations, notamment à l'extérieur de la maison. Par ailleurs, l'expertise de la téléphonie de l'appareil de Cédric Jubilard montre que précisément à 6h52, il n'a pas utilisé son téléphone, alors qu'il l'a beaucoup utilisé juste avant et juste après. À 7h48, son téléphone s'éteint définitivement. Il est resté sous la même antenne relais durant toute la nuit. Dès les premières heures, les gendarmes s'interrogent. Pourquoi Cédric remplit-il une machine à laver en pleine nuit, au moment même où il déclare sa femme disparue? Et pourquoi les lunettes de Delphine, son objet du quotidien, sont-elles retrouvées cassées sur un meuble de la maison? Cédric Jubilard n'a jamais avoué le meurtre aux enquêteurs, il n'a eu cesse de le nier tout au long de l'enquête. Par contre, il a reconnu avoir tué sa femme à différentes personnes. À une femme avec laquelle il a eu une brève relation peu de temps après la disparition de Delphine Jubilard. Il avait indiqué l'avoir tuée, il avait même indiqué un lieu près d'une ferme qui avait brûlé. À un codétenu prénommé Marco, il avait indiqué avoir s'être débarrassé de sa femme et avait évoqué un couteau que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé. Il y a eu une confrontation entre Cédric Jubilard et ce détenu, mais chacun est resté sur ses positions. Il a aussi reconnu avoir tué sa femme à d'autres détenus. Mais c'est vrai, avec certains autres détenus, il a dit « je suis innocent ». Et plus récemment, à une visiteuse de prison avec elle il avait entamé une relation, il a aussi reconnu à plusieurs reprises avoir tué sa femme. Lui, au final, dit soit les propos sont inexacts, soit j'ai dit ça par provocation ou par exaspération, à force que tout le monde lui demande « mais est-ce bien toi qui as tué ta femme ?» En tout cas, ces propos de Cédric Jubilard posent la question de sa personnalité. Est-ce que c'est un meurtrier qui est prêt à nier son crime jusqu'au bout? Ou est-ce quelqu'un d'innocent, mais qui est devenu très rapidement indifférent au sort
qui était advenu à sa femme. Le 16 décembre au matin, d'immenses recherches sont lancées. Une cinquantaine de gendarmes de la compagnie d'Albi et de la section de recherche de Toulouse sont mobilisés. Une quinzaine d'enquêteurs sont également sur le terrain, ainsi qu'un drone et un hélicoptère. Mais ils ne trouvent rien. Pas une trace, pas un vêtement, ni un sac, et surtout, pas de corps. Très vite, la thèse d'une fugue ou d'un départ volontaire est écartée. Delphine a laissé ses papiers, sa voiture et même ses affaires professionnelles. Selon les enquêteurs, c'est clair, elle n'a pas disparu par choix. Pour l'accusation, ce soir du 15 décembre 2020, Cédric Jubilard a dû découvrir un message envoyé par sa femme à son amant. À partir de là, il y aurait eu une dispute et s'en serait suivi le meurtre. Certes, l'accusation, à l'appui de sa thèse, n'a pas une preuve irréfutable, une preuve ADN, des taches de sang, mais elle dispose de tout un faisceau d'indices qui conduisent vers Cédric Jubilard. La dispute vue par leur fils Louis, les cris d'effroi entendus par les deux voisines, la voiture de Delphine Jubilard qui aurait changé de sens au cours de la nuit, les lunettes de Delphine Jubilard retrouvées cassées. Et puis il y a ce contexte de la disparition, un couple en pleine séparation. Mais il reste des zones d'ombre, pas de scène de crime clairement identifiée, pas de traces de sang, et surtout, pas de corps. La défense rappelle par ailleurs que l'examen médical de Cédric Jubilard, quelques heures après la disparition de sa femme, ne révèle aucune blessure qui mettrait en évidence une scène de lutte entre ces deux personnes. Ils insistent également sur le fait que le témoignage de leur enfant ne peut pas être pris au pied de la lettre. Un enfant de 6 ans, effectivement, peut y avoir peut-être quelques confusions. Et puis, ils s'étonnent, puisque Louis décrit avoir vu ses parents se disputer. Pour quelle raison n'évoque-t-il pas les cris entendus par les voisines? Est-ce parce que ces cris auraient eu lieu à l'extérieur, alors que Louis déjà était retourné dans sa chambre? En tout cas, on est sûr que durant le procès, la défense va contester pied à pied tous les éléments d'accusation. Depuis le premier jour, Cédric Jubilard clame son innocence. Il répète n'avoir joué aucun rôle dans la disparition de sa femme et se dit victime d'une injustice, une version qu'il n'a jamais déviée, malgré 4 années d'enquête, d'expertise et de soupçons. Son procès, qui s'ouvre lundi 22 septembre, devra faire la lumière sur cette nuit et sur la culpabilité ou non du mari de Delphine. Il reste aujourd'hui présumé innocent.